Quand on s'est inscrit à l'école Être, on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer. Au cœur du Lot, dans la cité médiévale de Figeac, cette école nous invitait à passer 3 mois auprès d'entreprises locales pour tester des métiers et trouver une vocation. Ce qui nous a surpris d'abord, c'est le décor. Ici, pas de salle de cours et les tableaux sont des vrais tableaux. On se croirait dans un musée. Je m'appelle Clémence, j'ai 21 ans. Je suis Lucas, j'ai 19 ans. Je m'appelle Joao, j'ai 26 ans. Moi c'est Romain, j'ai 29 ans. Moi c'est Gabriel Morero, j'ai là actuellement 21 ans. Du coup moi c'est Maïlis, actuellement j'ai 19 ans et je sors de lycée général. J'ai commencé l'école Être parce que je veux découvrir plein de métiers différents. L'école et tout, c'est un truc que j'ai jamais kiffé, j'ai jamais vraiment aimé, donc je me suis jamais investi à 100%. Moi j'ai fait STMG au lycée, sciences techniques, management et gestion. Après le bac, j'ai arrêté. Ça m'intéressait plus, j'avais plus envie de continuer, et puis le système scolaire il n'est pas fait pour moi. Moi j'ai fait un bac pro gestion administration au lycée. J'ai arrêté en moitié d'année première. Je ne me voyais pas plus tard en fait rester dans les bureaux. Mais c'est compliqué parce que on est souvent en contradiction ou on est tiraillé par ces valeurs qu'on veut respecter et les contradictions autour de la société ou du monde qui sont là, quoi. Alors, s'il faut sauver le monde, autant s'y mettre tout de suite. On a de la ressource et on est prêt à en découdre. Et pas question de se coller au radiateur. L'école Être, c'est à ciel ouvert et on fait avec la météo. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par les graines de Clairac, une ferme reprise par des jeunes qui cultivent en bio. Avec une 50aine d'hectares de terre, ils font du fromage, des céréales, du pain, et ils vont nous faire participer à la vie de la ferme, le temps d'une journée de découverte. Pendant qu'un groupe va s'occuper des brebis, nous restons avec Clément et Maya au Fournil. Il y a une fournette prévue ce matin et ils comptent sur nous pour livrer dans les temps. Clément fait son pain avec les céréales de la ferme et sort chaque semaine près de 300 pains à l'ancienne. Et là, il y a une technique particulière ou juste... Là, tu mélanges. Tu vas franco. Jusqu'à ce qu'il restait ce petit rameau voilà, que je tenais. Ça fait... cette sensation, c'est... C'est agréable. Vous comprenez l'expression être dans le pétrin? C'est ça, Ce que tu peux faire, là, ce que vous pouvez faire, c'est de temps en temps rabattre la pâte comme ça. Donc tu plies, t'appuies, et ça va finir par... J'appuie. Et de temps en temps, voilà, tu mets toute la farine. Ouais, et là, de bien aller dans les coins. Le seigle, je t'avoue, c'est un peu le bizutage. Hein. Et donc là, moi, avec la pâte demi-complète que j'ai pétrie avec le pétrin, je vais prélever de la pâte pour tous les pains spéciaux. Là, le pain aux noix, le pain à menthe, noisette, raisin, le pain au lin. Et ça, après, je le mets à lever dans le meuble. En fait, le pain, ça aime bien être à l'abri de l'air et à l'abri des courants d'air et à une température constante. Ça fait déjà un mois, il y en a une, elle m'a dit qu'ils allaient chanter la tournée à quelqu'un qui fait de la laine. Allez, allez! Allez, va les chercher, va chercher. Ah, c'est son moment préféré. Ah, ma préférée, c'est la tache noire devant, direct. Moi, je prends la plus rapide. Oh, c'est trop mignon.
Tatou. Tatou, tatou, tati, tatou. Tati, tatou. Par contre, il y en a, ils ont vraiment le poil incroyablement bouclé, tout blanc, quoi. Genre, Et puis il y a Galoche. ah, mais c'est... Il y en a une, elle s'appelle Galoche. Le bébé tout neuf, il est dans la petite case là. Ouais, il y a eu un nouveau-né. Pour financer leur installation, les Graines de Clairac ont fait appel à l'association Terre de Liens, qui permet à des jeunes agriculteurs de reprendre des fermes grâce aux dons de citoyens. trop beau. Une façon d'encourager l'agriculture durable. Nous, on essaye de défendre une agriculture paysanne. Du coup, une agriculture qui est à taille humaine, qui prend soin des terres, des animaux, des gens. On est en bio, du coup, notre objectif, c'est de produire de la nourriture saine, quoi. Et ça fait du sens, quoi. Moi, il y a plein de gens qui me font des retours ils trouvent que leur métier n'a pas de sens et que notre métier, il fait un peu rêver les gens à cet endroit-là. Quand tu as tous les clients qui te font des retours sur les produits en mode « Ah, c'est trop bon, merci de faire ça ». Ça fait plaisir. Ouais, c'est super valorisant. À chaque fois que je reviens du marché, je suis trop la patate, quoi. C'est l'heure de la traite. Charlotte nous propose d'essayer avec elle. Les brebis ne sont pas farouches, ça devrait le faire. Vas-y, tu peux brancher celle-là, du coup. Ok. Faut faire gaffe à pas aspirer dans le miel sur le quai. Toujours pareil. Ça a l'air facile, à condition que les bêtes se laissent faire. Mais c'est pas le cas de Claquette, surnommée comme ça parce qu'elle bat des pattes. Alors, Miss Claquette. Hâte de faire de la claquette. On serait bien resté encore un peu dans cette ambiance de crèche. Mais Clément nous attend pour façonner les pains à l'autre bout de la ferme. En moins de 2 heures, les levains ont rendu la pâte souple et aérée, prête pour le façonnage. À nous de jouer. Hop là, voilà. Donc l'idée, ça va être de diviser des pains, des petits morceaux de pâte de 600 grammes. J'y vais, je les coupe. Donc tu vois, je fais un pli, j'appuie, je tourne. Bah oui, mais avant, c'était pas bon. Qu'est-ce qui fait que ça va pas coller, c'est le fait d'aller vite. C'est pas tant d'avoir des kilos et des kilos de farine. Voilà, c'est ça l'école Être. 600 grammes, 600, 1 minute de 120. démonstration et on passe tout de suite à la pratique. Décidément, ils nous font confiance. On va essayer de leur montrer qu'ils ont raison, mais on galère pour faire des petites boules bien rondes. Plus on la travaille et plus la pâte colle. Clément lui enchaîne avec efficacité, sans forcer. En 1 heure, il façonne une centaine de pains de 9 variétés différentes. Et en gros, tu prends ça, tu dis bah c'est pareil. Alors n'hésite pas quand... Mais un peu de farine aussi. N'hésite pas de temps en temps à... Alors, peut-être que t'as pas assez de farine. Alors de temps en temps, on prend le temps de bien nettoyer l'espace de travail. L'idée, c'est de bien tendre la pâte sans la déchirer, voilà, sans aller trop loin. Et donc, si je fais au ralenti, ça fait ça. Bon, moi, je suis gaucher, vous trouvez la main. Voilà. Je plie, j'appuie, je tourne. Et après, je passe, là, ce qu'on appelle la clé, c'est tous les endroits où ça se soude, dessous. Et là, je finis de rouler la pâte sur la table en utilisant voilà, l'accroche de la table. C'est pas juste la balader sur la table, c'est vraiment utiliser l'accroche de la table pour finir de rentrer la pâte sur elle-même. Grâce à un système simple et peu coûteux installé à l'arrière du fournil, Clément fabrique lui-même la farine de ses pains. Et toutes les céréales viennent de la ferme.
Puis, c'est du sarrasin. Ça, c'est le trieur. C'est une machine qui nous permet de trier les récoltes. En fait, il y a plein d'étapes avant de faire le pain. Il y a d'abord de semer les graines, les laisser pousser, les moissonner. Et après, une fois qu'on les a moissonnés, il faut les trier. Après les trier, on les envoie au moulin. Ça nous fait la farine et la farine, après, part au fournil. C'est tout le process de la graine quoi, jusqu'au pain. Il y a... Ça, c'est l'enveloppe extérieure du blé, le son. Donc c'est vraiment ce qui entoure le grain de blé. Ça, nous, on ne peut pas le digérer. Nous, les humains, on ne peut pas le digérer. Par contre, on l'amène, ça rentre pour l'alimentation des brebis. Et là, c'est un petit moulin avec une meule de pierre. Ben, on la devine tourner là, dans la partie blanche, qui, elle, est mobile, qui tourne sur une partie en granit qui est fixe. Et ça vient écraser le grain. Du coup, le grain est écrasé et tombe là-dedans. Et là, c'est le blutoir, ça permet de tamiser la farine et de séparer le son de la farine. C'est des outils qui permettent de valoriser toute notre production, quoi. Et je vais couper les machines et après, je vais retourner au fournil. Après 1 heure de pratique, on commence à être efficace et nos petits pains vont être prêts à enfourner. Là, c'est le feu, là, voilà, là, il pulse, quoi. Et d'ailleurs, enfin, j'imagine, là, si on ouvre en dessous, c'est la petite centrale, là. Quand on sort le pain du four, juste après qu'il est cuit, là, il craque. On dit que le pain chante. Quand la croûte qui est dure se refroidit, elle craquelle et c'est magnifique. Mais le fournil et le travail à la ferme, au quotidien, ça ne doit pas être toujours facile. C'est pas comme un métier où on met stop, pause. En fait, même qu'on parte en week-end, en fait, tout continue à suivre son cours. Après, en fait, nous, le fait de s'être installé sur une ferme collective à 5, ça fait qu'on arrive à faire ce métier qui nous plaît tout en prenant du temps pour nous, en ayant une vie par ailleurs, quoi. Financièrement, c'est comment ? Nous, on est plutôt dans un système où, comme on le voit là, en fait, on transforme nos productions jusqu'à un produit fini qu'on peut aller vendre nous-mêmes sur le marché. Et c'est ça qui fait qu'on gagne plutôt bien notre vie. On est impatient de goûter le résultat, mais on nous attend pour faire les semis de printemps dans la serre de la ferme. Et c'est quoi du coup là, ce que vous faites pousser? Tout ça, persil, ici il y a des betteraves, ici il y a des blettes, ça c'est des salades. Voilà. Là-bas c'est des tomates qu'on va récupérer la semaine prochaine. Au fond il y a des poivrons, des salades, des aubergines, etc. Voilà. Okay. Et il y a des choses qui sont pour nous à planter ici, il y a des autres choses qui sont à vendre. Ah oui, oui, je vois. Voilà, pour là-bas, par exemple, il y a des tomates. Ah oui. Sur le marché ou ce genre de truc. Voilà, okay. Exactement. Tout ça, c'est la semaine 14. Donc, oui. Je sais que ça, dans cette semaine, je dois planter tout ça. Et semer ça et planter ça. Voilà. D'accord, ok. Avant, c'était seulement une ferme de brebis, à viande de brebis. Et maintenant, c'est 5 personnes, c'est Charlotte, Clément, Hélène, David et Magali. Et chacun, ils font une activité différente. C'est super intéressant parce que ça montre qu'il y a une nouvelle manière de faire l'agriculture aussi, en collectif. C'est finalement, quand tu es tout seul, c'est dur économiquement. Au niveau du travail, c'est beaucoup d'heures. À niveau collectif, ça te permet d'avoir un salaire fixe aussi pour tout le monde. Tu as tes vacances, tu as des personnes qui peuvent t'aider aussi. Voilà, donc, c'est rassurant aussi. Après, c'est pas tout positif aussi. Non? Dans toutes les choses, il y a des choses négatives, mais voilà, il y a un côté social que tu dois savoir gérer avec beaucoup de personnes aussi. C'est compliqué, mais bon, ici, ça marche très bien. Donc, inoubliez jamais, quand on va arroser, par exemple, ça il est un peu sec, mais jamais on va faire super collé. Sinon, on va faire un effet pluie. Pardon, un effet pluie, comme ça.
même pas où c'est. Ah, c'est ça. Petite pâquerette à la main, je me dis, ça a fait un petit style. Pardon. La petite ferme de Clairac produit peu, mais bien. Et elle a son réseau de clients en direct qui suffisent à écouler sa production. Nos petits pains sortent du four, tout dorés et croustillants. La classe. C'est quand ça, mercredi 6 mai? C'est quoi, soirée pizza concert? Voilà, voilà, tu les ramènes là. C'est 2 de gros. T'en as eu 2 en plus, ça. T'as bien mordu. Ah, ça, voilà. Voilà, jusqu'au bout, faut le mettre. Ça va, là. Ça va bien, voilà. Allez, encore. Là, tu peux mettre ton manche là-dessus. Comme ça. Hop. Voilà. Et là. Il est bien, Romain. Ça se voit que t'as la vie. Tu peux rester encore dans le four. Donc là, pour le renfourner, tu viens taper à peu près, tu vois, 2 tiers en haut là. Comme ça, la porte, elle va basculer. Et plutôt, si tu te mets plus proche, tu auras plus facile à le lever. Ah, il est pas assez cuit, hein. Celui-là, il mérite un peu. C'est cool, c'est Voilà, tu peux le mettre à droite, si tu veux, à droite de ton point. Il faut soulever assez tôt, là. Voilà. Et là, je fais là. Ah, bien, bravo. C'est bon. T'as eu ton premier partiel, là. Du coup, c'est lequel aux graines et aux noix qu'on puisse le reconnaître? Et moi, celui-là. Bon retour à vous et puis bonne continuation. Merci. Merci. Salut, bonne continuation. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est diversifier. C'est sympa de travailler en équipe, du coup, avec les copains, et de voir un peu tout ce qui se fait dans l'agriculture. C'est très important pour l'avenir aussi. Je pense que je serais prête à faire ce métier parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est du travail, mais on va dire que c'est mélangé à de la passion. Donc je pense que ce serait pas un dur labeur pour moi. Donc ça va. Ça me donne des idées déjà. Peut-être faire un stage là-dedans pour voir comment ça se passe plus longtemps parce qu'on ne fait qu'une journée. Donc on ne sait pas si sur le long terme ça peut plaire, si c'est fatigant ou quoi. Donc moi je trouve ça super intéressant franchement. Enfin, d'avoir son petit bétail, d'avoir ses petits champs de récolte, de travailler aussi en coopération avec les paysans du coin, quoi, donc de s'entraider aussi. Non, c'est parfait. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, une journée de finie. Et c'est bien la première fois qu'on rentre de l'école avec du pain. On est bien fatigué, mais plein d'images en tête. L'agriculture, ça marche avec la forêt, avec les animaux, les insectes qui l'habitent. Alors les animateurs de l'école nous ont concocté un petit rendez-vous avec l'association Cœur de Forêt. Fondée en 2015 par des passionnés de la nature, elle conseille les propriétaires de bois et veille à la bonne santé des espèces. C'est ça? Ouais, ça c'est des propriétaires privés pour le coup. Mais ça les gêne pas que nous on vienne? Quand on fait des visites, évidemment, on demande l'autorisation au propriétaire. Normal, quoi. Ouais. Donc si vous avez des questions sur les arbres qu'on voit, n'hésitez pas. Vous estimez l'âge d'un arbre, par exemple celui-là? C'est très compliqué d'estimer l'âge d'un arbre. Parce que y a plein de paramètres qui interviennent. D'abord, il y a l'essence. Voilà, toutes les espèces d'arbres ne poussent pas à la même vitesse. Ensuite, il y a les caractéristiques ou le contexte au niveau du sol, du climat, la lumière. Tout ça fait que on a des croissances qui peuvent être très très variables. Après, ce qu'on peut utiliser des fois, c'est les photos aériennes. On a accès on parlait de géoportail tout à l'heure, hein, avec des photos aériennes qui ont été prises à partir des années 1950. On voit les paysages évoluer, on voit des zones qui étaient en feuillu et là qui apparaissent bien en photo aérienne, plutôt en résineux. Enfin voilà.
Donc peut-être il y a 40 ans, il était peut-être déjà là en fait. Ce petit cours d'histoire naturelle à ciel ouvert est plutôt sympathique. Pique-nique et rando, ça nous va bien. Mais avant, petit test de reconnaissance. Est-ce que vous réussissez à identifier des essences d'arbres ou d'arbustes, si oui, lesquels? Cherchez pas des choses compliquées, vous répondez avec les mots qui vous viennent. Autour, là, ce qu'on a devant nous ici et sur le côté, là. Voilà. Est-ce que vous connaissez celui-ci? C'est du noisetier. C'est du noisetier. C'est du noisetier. Les bourgeons, ça a débourré, donc les bourgeons éclatés. Donc on n'a plus vraiment les bourgeons et on n'a pas encore les feuilles qui sont totalement formées. Donc c'est un moment un peu délicat dans l'identification de certaines essences. C'est vrai que c'est bien souvent la feuille, hein. L'époque du châtaignier. Mais ça peut être les bourgeons, ça peut être les fleurs, ça peut être les écorces. L'arbre a une écorce très blanche là-bas, donc notre boulot. Devant nous on a un chêne, on voit que l'écorce elle est différente. Et puis derrière là, on a encore une écorce qui est différente. Tout autour là, il y a plein de nouveaux châtaigniers qui arrivent, c'est des rejets on appelle ça. Et qui repoussent naturellement. Et cette biodiversité-là, elle est importante. D'abord, elle a le droit d'exister, tout simplement, et puis elle est aussi importante pour l'homme. De maintenir des équilibres biologiques, c'est important aussi pour l'humain. Pour continuer la filière bois, nous avons été à Big Mat. Ce n'est pas dans le Colorado, mais bien dans le Lot, à côté de Grama. Big Mat est un négociant en matériaux de construction. Une grande partie du bois qu'il vend vient des forêts alentours. Grâce à l'école, nous allons pouvoir visiter les ateliers et, tant qu'à faire, donner un coup de main aux équipes de la scierie. Il y a les billes de bois en fait qu'on charge ici avec le télescopique. On les charge sur cette chaîne. Après cette chaîne elle avance, elle vient monter les bois jusqu'ici. Et après moi j'ai mon chariot. Ça c'est un chariot en fait. Qui fait des allers-retours là. Et en fait ça prend la bille, en fait après moi selon ma commande de bois, je sors des pièces, des planches, des lithos, un peu de tout en fait. Venez dans la cabine. Ouais. En fait, mon métier n'est pas physique, mais par contre, il faut que je reste concentré tout le temps à H24. Parce que, en fait, moi, je dois avoir la qualité du bois, rester concentré par rapport à la lame, parce que la lame, elle coûte quand même très très cher. Et elle peut casser la lame? Ouais, ça arrive, ouais. Si elle se force trop dessus, c'est pour ça qu'on la change tous les jours, en fait, pour éviter qu'elle casse, quoi. Moi je la raffute. Ah, okay. J'ai une affûteuse, on peut aller la voir, la affûteuse en bas. Je les raffute ici. Là. Voilà. Alors après. Voilà. Oui. En premier temps, en fait, je viens rectifier la dent. Et après je viens le frotter juste le dessus pour faire une petite bavure. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il coupe. On ne pourra pas voir le débitage des billes de bois, mais pour se faire la main, on partira de planches qu'il faut retailler. Pour obtenir exactement les bonnes dimensions, des lasers permettent de rentrer les cotes et de découper du sur-mesure.
En fait, c'est assez simple. La machine fait tout le boulot. Vive la technologie! Reste à trier les planches suivant leur qualité. Bon, il y a quand même le bruit qui doit être pénible, même si le casque isole bien. Allons voir le deuxième groupe. Ils sont quelque part sur le site, à la déligneuse, nous a-t-on dit. Principalement ici, on fait, comme j'ai dit, volige, plancher, lame de terrasse et après quelques petits trucs de menuiserie. Plan de travail, planche à découper, escalier. Pas mal d'essence, on fait Douglas, frêne, chêne, châtaignier. C'est pas mal déjà. Peuplier, et peuplier surtout. Nous, on a déjà un visuel, celui qui engage sur la machine. En fait, il faut déjà, on se met au niveau des yeux et on regarde si la planche est droite ou pas droite. Donc, tu vois, comme celle-là, elle est à peu près droite. Ouais. Là, c'est bon. Et ça, c'est... Eh bien, ça va... Parce qu'en fait, quand ça va passer sur ta machine, tu vois, par exemple, cette planche, elle fait 8,5. Okay. Et nous, on a un produit fini à 75. Donc, ça veut dire que tu auras 1 cm, 0,5 qui va partir. Donc, ouais, les nœuds comme ça, c'est bon. Normalement, ça va sauter ou purger carrément le nœud. On va enlever tout ça. D'accord. Voilà. La déligneuse est en route et c'est Joao qui va nous préparer la première latte de plancher. Ici aussi, tout le monde bosse au casque et on communique plus par les gestes et le regard qu'avec la parole. À nous tous, on forme une sorte de ballet et les planches s'additionnent sur la palette. Parfois, il y a un niveau sonore, au-delà d'un certain niveau sonore, le casque ne suffit pas et il faut une double protection. Donc, il y en a qui mettent les bouchons d'oreille et le casque même par-dessus. Et là, l'idée, c'est de réfléchir à comment utiliser les outils en sécurité. Donc, quels sont les risques qui sont liés justement à l'utilisation de certains outils? Ils n'avaient pas de lunettes de protection. Moi, j'en ai mis parce que et pas de gants aussi. Ouais. Les gants, parfois, c'est bien de ne pas en avoir dans certains outils, parce que tous les outils où il y a une rotation, justement, une lame, où tu peux avoir tes mains un peu proches, si tu as des gants qui ne sont pas pile poil à la bonne taille, ça peut être plus dangereux qu'autre chose, parce que les gants peuvent se prendre dans la machine et t'attirer les doigts là où il ne faut pas. Mais la plupart du temps, c'est quand même mieux d'avoir les gants, quoi. Pour tous les travaux qu'on a fait aujourd'hui, c'était quand même mieux. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées ou des postures que vous avez adoptées pour pas vous blesser justement au niveau de la déligneuse, justement, quand on faisait, on bougeait vachement les planches, on était, ça peut être lourd de faire ça toute la journée. Patron, là, dans le truc qu'on a fait ce matin, j'ai oublié le nom. Ouais, la parqueterie. Il fallait partir par le derrière de la planche pour ouais. faire moins mal au dos, ouais. Pour tirer, parce que des fois c'est un peu dur. Okay. Même le marteau, des fois quand ça tombe. On ne verra plus les arbres de la même façon avec ces visites. Prendre soin de la forêt, l'exploiter avec respect et intelligence. Prendre soin de son corps, qui est notre premier outil de travail. Demain, nous irons voir jusqu'où le bois peut devenir une œuvre d'art, car la filière bois ne s'arrête pas là. Nous voilà chez Malbrel, des spécialistes de la restauration. Malbrel restaure et conserve des œuvres d'art depuis 1989. La société a été fondée par Mathieu Malbrel, passionné de peinture, puis reprise après son décès par Charles Vallet, un ancien salarié de l'entreprise. Le plomb, ça veut dire que tout ce que vous verrez de colorier dans nos ateliers, j'imagine que vous venez pour voir des parcours, des métiers, des ateliers. Je vais vous parler encore un petit peu de moi. J'ai dans ma formation 5 diplômes, que des CAP, j'ai pas de bac. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai pu petit à petit gravir un certain nombre d'échelons. Et c'est pas parce que vous n'avez pas forcément des gros bagages que vous pouvez pas faire
un beau parcours professionnel. Allez, avancez. Approchez. Bonjour, moi c'est Nicolas, j'ai 26 ans et donc j'ai fait quasiment tout mon apprentissage chez Malbrel, du CAP ébéniste, en passant par le BTM ébéniste, donc qui est la suite niveau bac, et en me spécifiant avec le CAP sculpteur. Et du coup maintenant je suis embauché en tant qu'ébéniste sculpteur depuis septembre dernier. Et là je suis en train de travailler sur un petit retable qui vient du Cantal, où du coup là c'est une vraie restauration. J'ai des éléments qui sont manquants, le retable est très abîmé, il a été attaqué par les insectes. Je vais vous montrer plus spécifiquement. Et donc vous voyez qu'il manque plein d'éléments, notamment les moulures qui sont en bas, donc, qui étaient trop détériorées pour qu'elles puissent être conservées. Et comme le disait Charles, j'avais les éléments pour reproduire les pièces à l'identique. Donc j'ai usiné des pièces avec du bois neuf. Et du coup je vais pouvoir réintégrer par la suite ces éléments. Et du coup là ça va être des greffes plutôt sculptées. Donc du coup j'avais tout un élément sur le côté qui était manquant. Et donc j'ai réintégré toute cette partie là. Donc la pièce n'est pas totalement finie. Toi tu t'occupes de la partie du bois et ensuite ça ira dans et notre ensuite atelier. Voilà, je ne sais pas si vous êtes allé encore dans l'atelier de polychromie dorure. Donc voilà qui est derrière. Avec Jean-Luc qui est chef d'atelier. Donc lui il est sur un autre projet de restauration. On va vous y conduire, promis. Mais d'abord, on s'est permis un petit effet cinématographique pour vous faire revivre notre visite des ateliers Malbrel. J'ai une question, c'est comment vous les transportez? C'est des lustres qu'on vient de nettoyer et qui vont être remontés. On travaille, quand ils sont classés, sont inestimables. Ok. Des choses qui sont inestimables qu'il faut essayer de protéger. Là, on fait la conservation de la partie bois. Et après, ça va partir dans l'autre atelier où ils vont refixer les écailles qui se décrochent. Bon, on risque d'en perdre un petit peu parce que les étapes de travail font... Mais les spécialistes sont là pour justement essayer de conserver un maximum de choses. Donc ça, la doreuse va recoller l'écaille. Mais on ne va pas compléter. Là, on est en conservation. Donc, on n'ajoute pas de matière. Et est-ce que vous pouvez travailler avec des scientifiques pour, par exemple, je sais pas moi, mais le bois, savoir d'où il vient à l'époque, comment il a été construit, ce genre de truc? Alors c'est pas est-ce que, c'est on travaille en permanence avec des personnes qui ont fait des analyses avant que ça arrive dans nos ateliers. Nous, de temps en temps, on se retrouve dans la configuration aussi où on apporte de la technique, c'est-à-dire que sur un ouvrage comme ça, on peut aller sur site ou le recevoir dans nos ateliers et ne toucher à rien, mais faire un diagnostic, un constat d'état de l'œuvre pour pouvoir préconiser un certain nombre d'interventions. La visite n'est pas finie. Direction l'atelier de polychromie en faisant un petit détour par la menuiserie. Le site est un vrai labyrinthe. Partout des femmes et des hommes s'affairent à sauver le patrimoine. Dans cette immense salle, on vient d'entreposer des peintures de la cathédrale de Castres qui ont besoin d'être restaurées. Un travail de fourmi pour ces femmes qui soignent les tableaux, la couleur, travaillent l'or et les pigments. Elles redonnent vie à ces œuvres d'art et quel décor, un vrai musée. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut se situer dans l'entreprise par rapport à ce que je vous ai dit? Oui. Bien joué, bravo. Ouais. Voilà. Alors pas que, polychromie, Magali, elle est sur la partie dorure.
Et les tableaux qu'on a ici sont des tableaux qui sont très très grands. Donc normalement ici c'est que polychromie et dorure. Mais sur notre chantier de Castres, là où on a fait les restaurations de boiserie, on a aussi obtenu les grands tableaux qui sont en restauration, qui sont gigantesques et qui ne rentrent pas dans la partie tableau qui est normalement là-bas au fond. La peinture, elle est faite avec une toile tendue sur un châssis. Il y a une couche de préparation qui est souvent de nature aqueuse, une colle avec une charge. Ça, c'est une déchirure. Vous pourrez la voir au revers. Donc la déchirure, elle a été consolidée à l'arrière et à la face. Du coup, quand il y a une déchirure, souvent, il y a des pertes de matière picturale. Et là, donc, ça a été comblé avec le mastic blanc. Voilà des déchirure comme ça. Une petite pièce, une plus grande pièce, mais on a gardé la toile d'origine, ça n'a pas été doublé. Ouais, un petit peu. Ça, c'est les bandes de tension. C'est la peinture. Les restaurations. Oui, ouais, la peinture. Ouais, ça tout. Bah écoute, ça c'était génial. Bon, séquence bonus. On ne devrait pas vous la montrer, mais on va être honnête. Pour compléter ce parcours de la filière bois, l'école Être nous a proposé de construire un four solaire. D'après le plan, ça ne devrait pas être compliqué. Là, on est en train de faire la caisse intérieure du four. Donc, Elka nous a ramené plein de plaques d'aluminium comme ça. Si tu veux les filmer, vas-y. Elles viennent d'une imprimerie, c'est ça? Et en gros, ils les utilisent pas. Du coup, Elka les a récupérées pour faire l'intérieur du four. Donc ça, c'est notre procédé. Donc là, on fait ça. Donc du coup, notre pièce 4 que nous, on a là, qu'on est en train de recouvrir d'aluminium, c'est celle-ci. Okay. Donc du coup, elle va être recouverte d'aluminium à l'intérieur, tu vois. On a 2 triangles sur le côté qu'on a déjà fait. Et les garçons, eux, ils font le bas, du coup, ici. Bon bah voilà, c'est... Le truc, c'est qu'il y a des petits trous là. Elka, t'as pas les trucs comme genre chez Ikea? Chez Ikea. C'est l'espèce de rustine là. Non, j'ai pas en ça. aluminium. Non. Bah, de toute façon, si on met une rustine, ça se verra autant que les petits trous. Mais ce sera plus joli. Après, on peut mettre un morceau de papier alu. Mais on peut le comment? Mais bon, c'est pareil, ça va faire moche. Je pense que ça sera moins moche d'avoir des petits trous comme ça que d'un truc rafistolé. Bon. Là, à mon avis, tu le verras plus. Alors que ce côté-là. Magnifique. C'est magnifique, hein. Ouais. Voilà. Je le tiens. Là, on a fait exprès de laisser un tout petit vide comme ça. Après, là, on pourra ouvrir comme ça, genre. Hop. Et là, tu pourras mettre tes plats à l'intérieur et ressortir tes plats. On y croyait. Tout semblait fonctionner à merveille. Le four solaire prenait forme, tout était d'équerre, et puis ça a commencé à dégénérer. Déjà, les panneaux sont pas super solides, et les joints ne sont pas étanches. Le thermomètre ne dépasse pas les 50 degrés. Waouh, so crazy. 4 minutes, tu mets dans l'autre sens. Un coup de vent, ça va. Ouais, mais ça, c'est mieux, je pense. Regarde. On attend encore un peu, malgré la faim qui nous tenaille. Et puis on craque. C'est chaud, Clément? C'est bouillant, ça fume, c'est fume. Ouvre le capot, pose-le sur la table, attends. Ça fume. C'est faux. Ça ne fume pas du tout. Bon, le four solaire, faudra y retravailler un peu. Pour se rattraper, le lendemain, on a demandé à Mike de nous filer un coup de main. Il tient la Racine et la Moelle, un petit restaurant à Figeac. Allez hop, ça part au four. Les champignons, ça va venir nous apporter un petit peu d'eau. Il est venu nous aider à concocter un vrai menu pas trop cher. En même temps que je cuis. Voilà, cette fois, c'est réussi.
Et comme toutes les bonnes histoires, ça s'est fini par un banquet. En fait, l'école Être, elle pourrait s'appeler l'école Faire. On est ce qu'on fait finalement. Et nous, on est content d'avoir fait l'école Être.